Bienvenue à DeConf et cette session sur le low-code qui s'intitule « Les fake news du low-code ». Je suis Sylvain Fagnan, je suis architecte à Octo et je suis accompagné d'Alain Fauré. Bonjour, Alain Fauré, architecte à Octo depuis 5 ans maintenant. Alors, les fake news du low-code. Le low-code est une chose dont on entend beaucoup parler en ce moment dans l'univers informatique et il s'accompagne de choses, à la fois des promesses du marketing autour de ces solutions et puis d'un autre côté, on a des critiques qui viennent du monde des développeurs traditionnels. Cette session sera tout simplement une session de fact-checking sur tout ce qu'on peut raconter autour du low-code aujourd'hui. Alors que les choses soient claires, on va parler du low-code et pas du no-code. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, si on regarde donc ces deux univers, le no-code et le low-code sont complètement différents. Ils ont des objectifs différents, des usages différents, des stratégies différentes. Ce qu'on peut dire pour l'un ne sera pas nécessairement vrai pour l'autre. En particulier, le no-code a des défauts que le low-code n'a pas. Si on regarde les promesses du no-code, le no-code a une promesse d'être quelque chose de très intuitif à destination d'intrapreneurs pour faire du prototypage ou du MVP. Même si on a vu des acteurs comme Comet aller bien au-delà, ces solutions sont normalement plus limitées. L'écosystème aussi autour du no-code est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui présentent des solutions. Le low-code, lui, est un outil qui n'a pas la même prétention. Il a l'objectif d'avoir une prise en main plus accélérée, avec plus de flexibilité, mais qui nécessite d'avoir des compétences en développement informatique. Il est destiné plutôt à des intrapreneurs pour faire des applications d'entreprise. L'écosystème, lui, est peut-être un peu moins riche, bien sûr, il y a moins d'acteurs, mais ce sont des acteurs qui sont plus gros et plus puissants. Des nuls en informatique ne vont jamais faire des applications qui déchirent. That's it. On fait croire à des juniors qui sortent des codes de commerce, qui prennent rien dans l'IT, qu'ils vont pouvoir faire des applications sans rien y connaître. La DSI investit sur des rockstars full stack pour des développements stratégiques. That's it. Les éditeurs font cette promesse sur le low-code qu'effectivement, on peut faire du développement informatique facilement avec ce type d'outils. Ce n'est pas vrai. Pour pouvoir développer avec du low-code, il faut avoir des notions d'informatique en termes de conception d'applications informatiques, en termes de design d'applications informatiques. Et donc, pour faire du low-code, il faut savoir faire du développement. Et en particulier, il faut être formé sur ce type de plateforme. Certes, les compétences nécessaires sont moins exigeantes que pour un développement plus traditionnel, mais il faut être formé à ce type de plateforme et avoir, comme je disais, des compétences en termes de conception. Donc la promesse du low-code, c'est bien de faciliter l'apprentissage et la montée en compétences des gens et de la productivité des développements, mais il faut avoir effectivement des compétences. Donc la promesse, c'est plutôt d'être en capacité à faire des applications d'entreprise performantes, mais en s'appuyant sur des développeurs performants et qui connaissent ce type d'application. Non mais, j'irais plus vite en faisant ça moi-même en le codeur à la mimine. Pour une appli simple, pas besoin d'un outil. Je te fais ça en 10 minutes avec un peu de JavaScript et quelques scripts Python. Et je te pose ça directement quelque part dans le cloud. Et roule ma poule. Non, mais j'irai plus vite en faisant ça moi-même, en le codant à la mimine. Quand on entend ça, souvent il y a deux biais. La personne qui dit ça a une surestimation des capacités, c'est-à-dire s'imagine que ça va être fait par une équipe de 10 personnes qui ont son niveau. Souvent, c'est des stars du développement avec des très bonnes compétences. Or, dans la vie réelle, on n'aura pas 10 rockstars qui vont travailler sur le projet. Et en plus, il y aura tous les problèmes de les lenteurs dues à la communication. Et même si on arrive à avoir 10 rockstars sur le projet, alors là, jamais elles s'entendront entre elles et donc on n'arrivera jamais au résultat. Le second biais, c'est la sous-estimation de tout ce qui est simple et facile. Par exemple, c'est facile de faire la partie authentification, le profil, tout ça on est habitué à le faire, la supervision aussi on en fait tout le temps, donc c'est simple, c'est facile, on a tendance à le sous-estimer. Avec le low-code, ces deux biais-là sont mitigés. Tout d'abord sur l'aspect surestimation, l'équipe est outillée avec les outils low-code, donc elle va être plus productive et il y aura moins d'écart de productivité entre la super rockstar du développement et la personne qui commence. Le second point, sur la sous-estimation, les outils low-code arrivent avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi sur justement tout ce qui est standard. Et là-dessus, on va aller beaucoup plus vite pour, par exemple, faire l'authentification. Ça vient, c'est directement là, il n'y a qu'à le paramétrer. La supervision, pareil, le déploiement, le cloud, tout ça fait partie de l'infrastructure.
Donc finalement, on ne bat pas la technique, on l'utilise, c'est quelque chose qu'on voit souvent en informatique. Je peux donner par exemple 2 exemples. Le premier sur les aspects stockage dans les fichiers, qui se faisait il y a très longtemps, et maintenant on ne fait que des bases de données, alors qu'on se disait, mais non, jamais la base de données va être aussi efficace que le fichier. Mais finalement, la base de données, c'est ce qu'on utilise le plus longtemps. Il y avait aussi une polémique au niveau des gestion de la mémoire, ce qu'on appelle les garbage collectors. On dit que ça ne va pas être efficace, et pourtant les garbage collectors sont toujours là. Donc c'est une fake news. On ne bat pas la technique, avec des outils on va plus vite. Les éditeurs sont des tocards. Dans le low-code, les éditeurs sont des tocards et des marginaux. Si demain ils meurent, je me retrouve le bec dans l'eau. Alors, qui sont ces éditeurs de solutions low-code? Parce qu'on parle bien de low-code, comme l'a dit Sylvain, et pas de no-code. Les solutions de low-code sont des solutions très complètes qui vont de l'IDE, la plateforme d'exploitation, et c'est des choses qui ont mis des années à maturer et qui arrivent maintenant à maturité, et qui sont faits par des éditeurs de taille mondiale. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il faut des gros moyens. Et les éditeurs qu'on a actuellement ont de gros soutiens. Donc, par exemple, les éditeurs phares, Mendix, qui est depuis 2005, propriété de Siemens, ou OutSystems, qui a fait une levée de 360 millions de dollars en 2018. Je peux citer aussi Bubble, qui est soutenu par des investisseurs comme Eric Yes ou Ross Mason. Donc dire que les éditeurs sont des tocards, c'est des éditeurs de solutions, non, c'est des éditeurs de taille mondiale de solutions de haute technologie. C'est donc une fake news. Une fois que tu as signé, tu es prisonnier. Oublie ta liberté. Tu es dépendant de la plateforme. Si elle n'évolue plus, toi non plus. Et bon courage pour négocier le prix des licences. Le support, juste, il te coûte une blinde. Une fois que tu as signé, tu es prisonnier, oublie ta liberté. Oui, c'est une breaking news. Il faut le reconnaître et surtout en être conscient. L'approche low-code, c'est une approche progicielle. La réversibilité va être coûteuse, voire impossible, quoi qu'en disent les éditeurs de progiciels. Et il n'y a pas de miracle. C'est comme avec aussi le développement classique. Si j'ai un développement en Java Strutt qui date de 10 ans, ça va être un peu compliqué de le faire passer automatiquement sur un framework nouveau, nouvelle façon, Node. Ceci étant dit, avoir des progiciels et gérer des progiciels, c'est commun dans l'entreprise. On pense tous aux suites bureautiques, Office, tout le monde utilise des progiciels. Il y a aussi, d'un point de vue métier, les outils comme Salesforce, ou même dans la banque, il y a des back-office, par exemple, qui marchent avec Temenos, un leader sur ce marché-là. Mais même aussi dans le développement, il y a la stack Microsoft, qui est une stack propriétaire, avec des outils propriétaires et aussi des serveurs propriétaires. Donc, utiliser du propriétaire de solutions progicielles, c'est des choses qui sont communes. On sait faire, à condition d'être conscient et de savoir mitiger les risques. On peut mitiger les risques de plusieurs façons, donc la contractualisation, la gouvernance, choisir les projets pour lesquels le bénéfice-risque est le meilleur en utilisant ces technologies-là. On peut aussi privilégier un éditeur avec un écosystème large, qui a beaucoup de partenaires, de manière à ne pas dépendre uniquement de l'éditeur. Donc par exemple, éviter un éditeur low-code qui fait à la fois le produit, le développement, la formation et le soutien. C'est mieux s'il y a tout un écosystème qui fournit ces briques-là. Et au final, on peut avoir une architecture hybride, par exemple faire des morceaux du système information ou d'une application en low-code et d'autres morceaux avec des technologies traditionnelles, tout ça fonctionnant ensemble via des API. C'est du clicodrome. Tu vas vite au début, tu fais plein de copier-coller, puis c'est juste immaintenable. Il y a plein de copier-coller dans tous les sens, et quand tu corriges un composant, il faut passer manuellement sur toutes les pages. En plus, comme c'est pas du vrai code, on ne peut pas faire de search and replace. Alors effectivement, les outils low-code ont une promesse, c'est-à-dire de faciliter le développement par un outillage et notamment par l'utilisation de composants graphiques. Donc effectivement, il y a bien une facilité d'apprentissage, puisque c'est une des volontés de ces outils-là, et qui permet effectivement d'aller plus vite sur les développements au départ. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais si j'ai des choses qui se répètent, etc., comment je fais pour éviter le copier-coller? Eh bien, ces outils, en fait, offrent cette possibilité de réutilisation de composants, donc par un mécanisme assez classique d'abstraction qui permet de créer à la fois donc, soit des composants réutilisables, soit des sous-process que je vais réutiliser dans mes prochains développements. Donc, en variabilisant les composants
ou en structurant des sous-processus, je peux assembler effectivement ces composants de manière graphique, mais aussi avoir la possibilité de faire de la réutilisation de composants. Et donc, ce point est une fake news. Le low-code, OK pour des applications crudes, avec un utilisateur accommodant avec l'IHM. Ensuite, t'es bloqué. Faut tout refaire. Dès que tu veux faire une vraie appli, ça ne t'apporte rien. Au mieux, tu te retrouves à coder ta logique. Au pire, tu es bloqué. Tous les wizards, ça te fait une IHM pourrie que tu peux même pas ajuster facilement. Alors, une crainte récurrente sur l'utilisation des outils low-code, c'est d'être bloqué, de partir vite au début, de pouvoir faire une application relativement simple, et puis après d'être dans l'impossibilité de faire évoluer cette application vers des fonctionnalités plus compliquées et de devoir tout recommencer. Le CRUD, effectivement, est fourni out of the box par les outils low-code et permet de démarrer une application et de faire des choses rapidement. Mais ces outils-là ne s'arrêtent pas là, ils fournissent tout un environnement avec des assistants, des designers graphiques, qui permettent certes d'aller plus vite, mais de faire des choses moins câblées, des choses très personnalisées. Il est aussi possible d'aller très loin dans la personnalisation, notamment d'un point de vue graphique. On peut aller jusqu'au détail des feuilles de style, des CSS, de la même façon que ce qu'on peut faire dans un développement standard. Si tout ça ne suffit pas, il est possible de coder. Il y a des interfaces à respecter, que ce soit pour coder des composants graphiques ou pour coder du traitement, de manière à ce que le code qui est fourni soit intégré dans l'outil low-code comme un composant à part et ne soit pas mélangé avec l'outil low-code. On peut aussi faire des appels à des API. Les appels d'API sont supportés nativement. Et si ça ne suffit pas, on peut aussi aller vers des architectures hybrides. Par exemple, développer des algorithmes qui seraient trop compliqués à faire dans des technologies low-code parce que les personnes qui connaissent ces algorithmes-là, par exemple, ne sont pas formées, sont plus à l'aise avec d'autres technologies. Donc développer ces parties-là avec une technologie et les appeler via les API à partir de solutions low-code. Donc c'est une fake news de dire qu'on est bloqué. Il y a des possibilités avec le low-code de continuer de continuer des applications plus complexes. Par contre, attention, ce n'est pas parce que c'est possible de le faire que c'est la bonne solution. Si on se rend compte qu'on utilise une solution low-code et on ne veut pas utiliser ce qu'elle apporte parce qu'on veut faire du custom à tout prix, pour quelque raison que ce soit, dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser ces solutions low-code et passer sur des solutions alternatives. C'est nul, t'as même pas de Git. Pas Git, pas possible de faire des revues. Qualité de merde. Impossible de revenir en arrière quand tu t'es trompé. Et quand tu travailles à plusieurs, alors là, je te dis pas. Dans ce slide, on présente une façon de comparer graphiquement des évolutions entre versions. Donc sur la partie de gauche, on voit la liste des objets modifiés de manière classique, avec le détail pour chaque objet. Et puis on peut choisir un objet, par exemple, dans ce cas-là, c'est une page. Et sur la partie droite de l'écran, il y a des copies d'écran où on voit le détail d'une page. On peut naviguer de composants modifiés en composants modifiés. Automatiquement, l'outil détecte les composants modifiés. Pour chaque composant modifié, on voit le nouveau composant sur la partie gauche et l'ancien composant sur la partie droite avec les propriétés qui ont été modifiées, ce qui permet de comparer deux versions. Donc ces outils-là, les outils de low-code, offrent des solutions intégrées de gestion de version avec lesquelles il est possible de faire des branches par utilisateur, de faire des merges, de visualiser les différences d'une façon graphique et d'avoir les fonctionnalités qu'on retrouve dans les environnements de développement classiques d'un point de vue de gestion de version. Et ça, c'est très important parce que sans gestion de version, ce n'est pas possible de faire une application d'entreprise d'envergure et de répondre à ce type d'application. C'est d'ailleurs, par exemple, une différence qu'il y a avec des outils no-code. Il y a beaucoup d'outils no-code qui ne supportent pas de gestion de version et qui, du coup, sont réduits de facto sur l'ambition des applications qu'on peut développer avec. Il n'y a pas de test d'intégration pour la non-régression. Ha! Bonjour la stabilité. En tout cas, sur une grosse appli, effet de bord garanti et surtout non maîtrisé. Les extensions se mélangent avec le corps. Bonjour la non-reg en cas de montée de version de l'outil. Alors, sur les tests, en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est plus une question de pratique et de culture. Et le low-code n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que même dans le développement informatique traditionnel, ce ne sont pas forcément des pratiques et une culture qui sont forcément très répandues. Du coup,
ce n'est pas un problème lié au low-code, mais bien un problème de culture. Et si on regarde les outils, eh bien, d'un côté outils, on a effectivement la possibilité de tester au niveau des services métiers ou des fonctions métiers. Et donc pour faire ça, on a des frameworks qui fonctionnent comme un JUnit et les acteurs comme OutSystem ou Mendix fournissent des frameworks qui permettent de faire ce type de test. On peut aussi faire des tests plus globaux, donc des tests type intégration ou sur l'interface utilisateur. Et là encore, on a des outils de type low-code qui permettent de faire ce genre de choses. Donc au final, la conclusion, c'est que c'est déjà d'abord, avant tout, sur cette filière-là, une culture qu'il faut avoir pour réaliser des tests. Et je dirais que si vous avez des gens qui, dans votre filière traditionnelle, font du développement informatique, et s'ils ont la pratique des tests, eh ben, c'est le bon moment pour profiter de cette culture, pour la diffuser aussi sur cette filière-là. Les générateurs de code, c'est comme le polyphosphate, c'est de la merde. Le code généré est pourri, peu performant, illisible, compliqué, impossible à auditer. Ce type de code ne passe pas à l'échelle. Tu ne peux pas le fine-tuner de toute façon. Alors, les générateurs de code, c'est de la merde. Oui, c'est vrai. On sait très bien que quand on génère le code, tout se passe bien la première fois. Mais dès qu'on commence à modifier ce code, rajouter du code entre le code généré et qu'on veut régénérer, il n'y a plus rien qui marche. Heureusement, les outils maintenant de low-code n'utilisent pas ce mécanisme de génération de code. Il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est d'avoir un modèle. Le modèle est directement exécuté à la manière d'un interpréteur, donc il n'y a aucune génération. Une autre solution, c'est d'avoir une génération complète à chaque fois, avec un code qui n'est pas destiné à être visible ni modifié. C'est un peu comme en Java, quand avec un compilateur, on génère du bytecode qui ensuite est exécuté par la machine. Donc c'est une breaking news, mais heureusement, on n'utilise pas ces mécanismes de génération dans les outils de low-code. Pour les applications mobiles, rien ne vaut une app native faite aux petits oignons, le low-code. Ça fait du PWA, c'est pas beau et c'est très lent. On n'a pas accès aux notifications. En plus, impossible d'avoir accès en fonction du téléphone. Localisation, appareil photo, autre appli. En tout cas, il y en a qui ont essayé. Elles ont eu des problèmes. Sur les applications mobiles, il y a beaucoup de bruit qui court et les outils ont beaucoup progressé. Maintenant, avec des outils low-code, il est possible bien sûr de générer des PWA qui correspondent à un certain nombre d'usages relativement importants en fait, et aussi des applications natives, notamment par exemple si on veut avoir accès à des notifications dans le domaine Apple. Il y a aussi la gestion du déconnecté qui est prise en compte. La gestion du déconnecté, c'est quelque chose de compliqué qu'on doit le développer. Dans les outils de low-code, il y a des patterns de resynchronisation qui sont disponibles pour résoudre ces problèmes-là. On peut aussi accéder aux fonctions du téléphone. Alors, les fonctions classiques comme la position sont disponibles directement via le langage low-code. Et si on veut des choses un peu plus exotiques, il est possible d'aller au-delà en utilisant des plugins de type Cordoba. Donc, c'est actuellement une fake news. On peut développer des applications, que ce soit des applications natives ou PWA, avec du low-code. Une fois de plus, ce n'est pas parce que c'est possible que c'est la bonne technologie. Il y a plein de technologies pour développer des applications mobiles et le low-code en est une. Si on se rend compte qu'on n'utilise pas les fonctionnalités fournies par l'outil, ben dans ce cas-là, autant faire tout avec une autre filière. En conclusion, pour nous, ces plateformes, donc, on les assimile nous, à des logiciels techniques. Donc, comme un logiciel qui nécessite d'avoir des compétences d'un nouveau type, à la fois des bases en conception et en développement informatique et aussi de l'expertise sur les différentes plateformes sur lesquelles les développeurs vont travailler. Hier, ces outils effectivement ont été considérés comme limités, mais ils montent clairement en puissance et en maturité. Et donc, c'est ce qu'on vous a montré dans cette session, à la fois soutenu par des technologies cloud, la possibilité de maîtriser et de faire de la customisation, et aussi d'avoir un outillage standard au standard du marché en termes de développement. Pour nous, c'est une nouvelle filière de développement qui va devenir, on pense, incontournable. On a déjà détecté des signaux faibles par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a déjà vu chez des prospects ou des clients des acteurs qui ont mis en place des filières de développement sur la base d'outils low-code. Et ce, pour certains, même parfois depuis 4 ans. Par ailleurs, ces solutions sont plus répandues à l'étranger, en particulier aux États-Unis et aux Pays-Bas. Donc ce sont des solutions qui, clairement, sont en train de se déployer en dehors de la France en particulier. Donc,
ce que disait Alain à la fin, c'est qu'effectivement, le low-code n'est pas non plus une solution systématique, c'est-à-dire qu'il sera adapté dans certains cas et pas dans d'autres. Et à chaque fois, il faudra effectivement analyser l'usage qu'on peut en faire par rapport aux besoins du développement d'applications.